Bonsoir à tous, bienvenue au musée Yves Saint Laurent. On est très heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence du cycle autour de l'exposition Gold, les ors d'Yves Saint Laurent. Alors après 2 soirées consacrées à la mode et aux bijoux, on va s'intéresser ce soir aux inspirations qu'Yves Saint Laurent a trouvées dans l'art d'intérieur, dans les décors les plus célèbres de France et notamment ceux de Versailles, dont on va parler avec vous, Alexandre Maral. Les décors qui ont inspiré Yves Saint Laurent, bien sûr, il y a les plus connus. Il y a aussi les lieux où il a passé sa vie et qu'il a façonné selon son goût. L'appartement de la rue Vauban, bien sûr, avec le bar des Lalanne, qui a été le premier important achat d'art dans son appartement, celui de la rue Babylone, où il collectionnait les bronzes Renaissance chinés à la galerie Kugel et les pièces art déco. Il y a aussi, bien sûr, le château Gabriel en Normandie, pour lesquels Pierre Berger et Yves Saint Laurent avaient fait appel au grand décorateur Jacques Grange. Et puis, il y avait bien sûr ici la maison de couture, avenue Marceau, et c'est un superbe endroit pour commencer à évoquer ce thème. On vous a préparé quelques petites images qui nous avaient permis de commencer à préparer cette conférence. Yves Saint Laurent a trouvé des inspirations un peu partout, à la fois dans les décors, dans le cinéma, dans ce qui a fait son enfance et sa vie depuis Oran. Donc là, il y a évidemment des inspirations dorées qui sont évidentes depuis l'Antiquité. On va dérouler un petit peu rapidement parce que je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, je vais vous laisser parler, monsieur Maral. Vous pouvez y aller. L'importance du religieux et de l'art religieux dont on va aussi parler avec vous. Il y a une citation que j'aimais bien, que j'ai réutilisée dans le catalogue de l'exposition. Yves Saint Laurent disait « Visuellement, l'église avait une grande importance pour moi, car c'est dans la cathédrale que se déroulaient toutes les messes importantes, avec les somptueuses chasubles, toutes les bougies, l'encens, c'était magique. » C'est quelque chose qui a beaucoup influencé son œil et qui a beaucoup influencé son travail. Il a été aussi influencé par des mentors importants qui étaient Nadine et Guy de Rothschild et puis Marie-Laure de Noailles, qui avaient dans son appartement des œuvres d'art incroyables et tout un ensemble d'œuvres d'art qui ont vraiment marqué Yves Saint Laurent. Je propose de prendre la parole tout de suite, monsieur Maral, si ça vous va. Merci de votre accueil déjà. Vous m'entendez bien tous? C'est très bien que vous me laissiez sur cette page, puisque vous voyez qu'à gauche, on est... Enfin non, vous ne le voyez peut-être pas, mais moi je le vois parce que c'est un lieu que je fréquente tous les jours, mais on est dans la chambre de la reine à Versailles. Et donc, ce que vous avez à l'écran, c'est la balustrade qui sépare l'alcôve du reste de la chambre, balustrade en bois doré, justement. Alors on va parler de l'or à Versailles, parce que au fond, ça a dû en effet marquer... Yves Saint Laurent, cette présence de l'or à Versailles. Il y a dans l'exposition une phrase « Je ne conçois la gloire que dorée ». Donc l'or est associé au pouvoir, à la gloire, et Versailles étant une résidence de pouvoir, l'or y a toute sa place. Et cette place a dû vraiment l'impressionner. Alors j'ai aussi quelques images, une vue ancienne du château. J'aimerais pouvoir agrandir. Est-ce que je peux le faire là avec ça? Voilà. Vous voyez, l'or est présent sur les grilles. Il y a les grilles qui marquent l'entrée des différentes cours. La première cour, c'est la cour d'honneur. Ensuite, vous avez la cour royale qui matérialise, la grille matérialise vraiment l'entrée dans ce qui est la maison du roi. Et puis l'or est présent aussi sur les toitures, avec tous les ornements de plomb qui sont dorés, hein, voyez. Alors c'est valable pour les ailes des ministres, ici, voyez, et c'est valable aussi pour ce qu'on appelle le corps central du château, avec donc ces lanternons de plomb, et puis là tous les faîtes des toitures qui sont dorés, et puis la chapelle, j'y reviendrai tout à l'heure, la chapelle dont les ornements aussi
sont dorées. Mais alors, comme elle est beaucoup plus haute que tout le reste du palais et qu'elle est de proportions relativement étroites, on a l'impression d'une chasse d'orfèvrerie dorée. Alors ça, c'est donc une vue ancienne qui date du début du règne de Louis XV, mais qui montre comment le château avait été légué par Louis XIV à ses successeurs. Ici, une vue d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la Galerie des Glaces à l'époque de Louis XIV. Je la montre parce que je vais parler de la Galerie des Glaces, mais aussi pour évoquer les costumes. Nous n'avons plus des costumes de courtisans et encore moins de souverains. Il est impossible aujourd'hui d'avoir même des vestiges de la garde-robe de Louis XIV, mais fort heureusement, on a les peintures qui gardent témoignage de ce qu'était ce faste curial et royal. Et ici, donc, c'est l'audience du doge de Gênes dans la Galerie des Glaces. Nous sommes en 1685 et le doge de Gênes est venu en personne. Alors lui, vous voyez, il est vêtu de violet et il n'y a pas d'or, mais il est reçu, et alors il s'incline devant Louis XIV, qui est sur son estrade devant son trône, et le roi, lui, est vêtu d'un juste au corps de brocart doré, avec des passementeries. Enfin, tout est... on est vraiment dans... il n'est pas le seul. Les membres de sa famille qui l'entourent ont aussi des vêtements où on devine la présence de l'or et des pierreries. C'est vraiment cette alliance des deux. Et au fond, on vient de voir l'exposition, là, la revoir plus exactement, et on constate les mêmes alliances de matériaux. C'est évident, une permanence de ce point de vue-là entre la mode, si on peut dire, à la cour de Louis XIV et les créations plus récentes. Autre cérémonie, qui elle est à toute fin du règne, on est en 1715, l'année même de la mort de Louis XIV, et toujours dans la Galerie des Glaces, c'est l'audience des ambassadeurs de Perse. Alors là, on a de l'or aussi chez les diplomates, et puis évidemment chez le roi. Alors songez on est à quelques semaines de sa mort, il est très vieillissant, très fatigué. Il a même, dans un premier temps, refusé d'organiser une cérémonie aussi fastueuse pour accueillir cette ambassade. Et puis, il s'est dit qu'après tout, ce serait la dernière occasion de sa vie, de son règne. Et donc, on a reçu les ambassadeurs de Perse dans la Galerie des Glaces à nouveau. Et on retrouve le roi. Le peintre ne rend pas ici l'éclat des pierreries, mais on a des chroniqueurs, notamment le duc de Saint-Simon, qui relate cette ambassade et qui dit que le roi était rutilant de pierreries. Ça devait être quelque chose il en avait pour presque 8 millions de livres sur lui. C'était aussi une forte valeur économique. Et il était brillant comme un encensoir. Et il faut imaginer l'émerveillement que cela pouvait causer, non seulement aux ambassadeurs qui arrivaient là pour la première fois à Versailles. Ils empruntaient donc toute l'enfilade du grand appartement, ils arrivaient dans le salon de la guerre, et là on tourne à angle droit, et on découvre le vaisseau de la Galerie des Glaces qui fait 70 mètres de long, avec les courtisans rangés de part et d'autre, et au fond, le trône du roi et le roi lui-même. C'était donc émerveillement pour les ambassadeurs, mais aussi pour les courtisans eux-mêmes, qui n'avaient pas souvent l'occasion de voir de tels spectacles, puisque ces ambassades, en général, n'étaient pas reçues dans la Galerie des Glaces, et Louis XIV l'a fait que 2 fois, donc pour le doge de Gênes en 1685, et pour les ambassadeurs de Perse, la toute dernière année de son règne, de sa vie, en 1715. Et l'enjeu, là, était de montrer toute la puissance... Voilà, la gloire. La gloire. On est en plein dans la gloire. Alors la gloire, elle est éphémère, elle est liée à un événement, mais elle est aussi pérenne ou pérennisée par les lieux. Et aujourd'hui, donc, il nous reste l'écrin, cette somptueuse Galerie des Glaces, où l'or, évidemment, est très présent, l'or et le cristal. Et quand le soleil s'en mêle, eh bien, ça donne ce genre d'image
qui renforce encore ce caractère lumineux et doré. Alors l'or, il est présent sur les stucs, il est présent donc à la corniche et au couronnement, au groupe qui couronne la corniche. Il est présent à la voûte avec les encadrements des tableaux et certains fonds de tableaux qui sont dorés. Il est présent aussi sur les parois avec les chapiteaux et les bases des pilastres qui sont de métal doré. Et puis, on le voit aussi sur ce cliché, il est présent avec le mobilier. Alors ce mobilier ne date pas de Louis XIV, il a été mis en place à la fin du règne de Louis XV. Sous Louis XIV, on avait un mobilier d'argent, donc plutôt un autre éclat. Mais vous savez, Louis XIV a dû envoyer son mobilier d'argent à la fonte pour financer l'effort de guerre. Et il l'a remplacé par un mobilier de bois doré. Et à nouveau, sous Louis XV, ce premier mobilier de bois doré a été remplacé. Et c'est le mobilier que l'on voit, qui est donc plus moderne, si vous voulez, que la galerie, puisqu'il est de la fin des années 1760, mais toujours avec cette tonalité dorée. Voilà d'autres vues de cette galerie, qui est sans doute l'espace le plus fameux de Versailles et qui a dû certainement marquer Yves Saint-Laurent. Alors je ne sais pas quand ni combien de fois il s'est rendu à Versailles. Il a dû y être au moins en 1973, puisqu'il y a eu un grand événement cette année-là en rapport avec la mode, mais il a dû aller bien d'autres fois. Et la galerie l'a certainement inspiré pour ses créations. Alors voilà la voûte, avec donc, je parlais de ces cadres, ces encadrements de bois, c'est du stuc doré. Et puis vous avez certains tableaux, qui sont sur fond d'or, ce qui renforce encore, voilà, c'est le cas par exemple de celui-ci, cet octogone, avec, vous voyez, les figures se détachent en camailleux bleu sur fond d'or. C'est extrêmement précieux. L'or est aussi présent sur les reliefs. Alors, ceux-là, on ne les voit pas, il faudrait que je revienne, voilà. Ils sont présents sur les trumeaux un peu plus larges de la galerie. Ce sont les fameux trophées de bronze doré de la Doiro, qui sont vraiment des merveilles d'orfèvrerie, parce que je vous agrandis, parce que la finesse de ces reliefs, la qualité de la dorure aussi, les rend tout à fait remarquables. Ce sont des trophées d'armes antiques, avec, donc, vous voyez, c'est doré au mercure, tout ça, c'est une technique particulière qui permet justement, qui n'est plus du tout en vigueur aujourd'hui, elle est même interdite, parce que extrêmement toxique pour le doreur qui la réalise, mais cette technique permet donc des effets de matière, vous voyez, il y a des mats, des brillants, et donc tout ça est subtilement mis en œuvre sur ces grands trophées qui parsèment les parois de la galerie et des deux salons qui l'encadrent. Je reviens en arrière. Je fais peut-être juste une toute petite parenthèse sur la bataille de Versailles que vous évoquiez pour reparler un petit peu d'Yves Saint-Laurent. Vous avez parlé de Versailles en 1973. Au début des années 70, le château a besoin de grandes réparations. Il y a une journaliste américaine qui est très connue et dont le nom m'échappe à l'instant, qui est à l'origine des galas du Met et de la Fashion Week de New York. Son nom va peut-être me revenir. Non, c'est pas... Éléonore... C'est ça. Ouais, bon, ça va me revenir. Et elle organise à Versailles une bataille, ce qu'on appelle la bataille de Versailles ensuite, qui oppose 6 créateurs américains à 6 couturiers français, dans l'idée de montrer que les États-Unis ont su former d'excellents créateurs et qu'ils sont prêts à rivaliser avec les grands couturiers français qui étaient jusque-là, qui dominaient totalement le monde de la couture. C'est une petite parenthèse. Non, mais c'est... Voilà, donc je remontre... vous l'aviez montré, je ne sais plus. Non, pas encore. Pas encore, voilà. Hommage à ma maison, ça c'est 1990. C'est le seul cliché que je montrerai d'une création d'Yves Saint-Laurent, mais pour moi, elle dérive directement, enfin presque directement, de ce qu'il a pu voir dans la Galerie des Glaces. J'ai lu quelque part que cette veste avait été inspirée par la Galerie d'Apollon au Louvre, mais je n'en pense rien, parce que la Galerie d'Apollon
n'a pas, comme celle de Versailles, cette mise en scène de la dorure et cette alliance avec le cristal et la lumière. On ne l'observe ça qu'à Versailles. C'est un petit trait de chauvinisme que vous me pardonnerez. Alors il y a un autre trait de chauvinisme qui dit que cette veste est inspirée du lustre qui est ici et que c'est l'hommage à ma maison réside dans cette inspiration des salons de couture, mais on voit bien sur cette veste qu'il y a des inspirations préalables et sans doute effectivement qui viennent de Versailles ou du Louvre. C'est vrai que c'est un très beau lustre, mais quand même, on est... voilà. Alors, je vous montre un plan du premier étage du château pour vous situer la galerie dont je viens de parler, qui occupe donc toute la façade donnant sur le jardin. Et je vais vous parler d'autres espaces où l'or revêt une signification particulière. C'est évidemment la chambre du roi qui se trouve dans le grand axe principal, l'axe de la perspective qui, d'est en ouest, traverse tout le site de Versailles. Et voilà donc cette chambre qui a été restaurée et inaugurée en 1980. C'est la chambre de Louis XIV, c'est la chambre dans laquelle il meurt, il rend son dernier soupir en 1715. Et donc on a, en 1980, achevé le retissage de la tenture d'alcôve et du lit, ainsi que la restauration de toute la pièce. Donc vous voyez, là on a la dorure très abondante, dorure en plein même sur les pilastres, sur le relief qui surmonte le lit du roi, avec cette figure de la France qui veille sur le sommeil de son souverain, grand relief de Coustou, doré en plein. C'est du stuc doré. Autre espace, alors on est voisin là, de la chambre, c'est le cabinet du conseil, le lieu de la décision politique. C'est là où le roi tient le conseil tous les jours. Et là aussi, donc, on a un décor de boiserie abondamment doré, qui lui date du règne de Louis XV. La pièce a été refaite au milieu du XVIIIe siècle, mais dans un esprit conforme à celui qui était le sien sous Louis XIV. Et puis alors on trouve l'or aussi dans les jardins. Alors vous voyez sur ce plan, on voit bien le tracé de cette perspective qui traverse le château à l'endroit où se trouve la chambre du roi et qui se prolonge avec donc ce qu'on appelle la grande perspective qui traverse donc le parterre d'eau, le parterre de la Tonne, le tapis vert où elle est royale et puis ici le bassin d'Apollon et au-delà donc on a le grand canal. Voilà donc le bassin d'Apollon, avec Apollon sur son char. C'est très important, Apollon, à Versailles, parce que Apollon est le dieu du soleil, donc, et Louis XIV est le roi soleil. Donc c'est un symbole de pouvoir, un symbole de pouvoir bienfaisant. Apollon répand ses bienfaits sur le monde, comme Louis XIV répand ses bienfaits sur son royaume. Donc il y a vraiment une alliance, une identification du roi à ce dieu, et on trouve la figure d'Apollon partout répandue à Versailles, dès les premiers aménagements d'ailleurs que le roi y fait dès les années 1660. Et ce bassin donc date de 1670, il est dû à un sculpteur d'origine romaine qui s'appelle Jean-Baptiste Tuby, et il est en plomb revêtu de dorure. Donc là vous voyez la dorure est un peu fatiguée sur ce cliché, car le bassin vient d'être... la restauration de ce bassin vient de commencer, donc on retrouvera une dorure plus vibrante à l'issue de cette restauration. Mais l'idée donc est de montrer le dieu du soleil sur son char, s'élevant des eaux. Il s'apprête à parcourir le ciel de sa course diurne, et il s'apprête à répandre donc ses bienfaits sur le monde. Et voyez, ce char d'Apollon qui est placé ici, eh bien, est un point particulièrement visible de la grande perspective, puisque derrière se trouve donc le grand canal, et le soleil couchant vient là encore baigner de sa lumière dorée
certains soirs. Alors ça se produit 2 fois par an, il se couche véritablement dans l'axe, mais sinon les autres jours, il n'est pas très loin. Et en tout cas, à chaque fois, on a, et qu'il n'y a pas de nuages évidemment, eh bien, on a une sculpture qui prend tout son sens grâce à la lumière du soleil. Alors elle avait été restaurée dans les années 30, il me semble. Le char d'Apollon, ouais. Oui, alors il a été restauré une première fois à la fin du XVIIIe siècle, et puis ensuite au début du XXe. Donc c'est tous les 100 ans. Oui, et là, la restauration vient de reprendre. Là. Oui, comme c'est une sculpture qui est en plein air, et qui en plus est mise en eau lors du spectacle des Grandes Eaux, elle est un peu exposée. Voilà. Je vous remontre le plan du premier étage du château. Pour cette fois, vous parlez de la chapelle. Vous citiez cette sensibilité d'Yves Saint-Laurent aux cathédrales et aux cérémonies du culte catholique qui, dans son enfance, dans sa jeunesse, était encore particulièrement fastueuse et mettait en œuvre l'or, l'encens et la myrrhe. Et notamment, donc, pour ce qui est de l'or, on avait les garnitures d'autel en bronze doré en général, et puis tout ce qui est paramantique, les ornements qui servaient donc au clergé, sachant qu'il y avait un code de couleur associé à telle ou telle fête liturgique. L'or n'est pas une couleur liturgique, c'est le blanc, mais pour rehausser le degré de solennité de certaines fêtes, on remplaçait le blanc par de l'or. C'était le cas notamment lors des grandes fêtes de l'année, comme évidemment la fête de Noël, ou la fête de Pâques, ou la fête Dieu. Et donc là, c'est un petit peu comme ce que je vous montrais au début, avec les grandes cérémonies organisées par Louis XIV dans la Galerie des Glaces. Eh bien, les lieux prennent tout leur sens par les spectacles dont ils sont le cadre. Hein. Et la chapelle donc n'échappe pas à cette règle. Alors je vous remontre la toiture qui elle a été restaurée et redorée. Le chantier s'est achevé l'année dernière. C'était un chantier qui a duré 2 ans, qui a concerné tout l'extérieur de la chapelle ainsi que la charpente. Et donc ça a été l'occasion de remettre en dorure les plombs de la toiture qui avait perdu cette dorure depuis le XIXe siècle. Alors voilà une vue actuelle, prise des toits, un peu plus éloignée. Là, c'est des photos qui ont été faites par des drones, hein, et qui vous montrent ce caractère précieux de la chapelle. Je parlais de chasse, d'orfèvrerie. C'est dû à ses proportions, c'est dû aussi à la préciosité de la sculpture. Et vous voyez, la dorure est présente sur les plombs de la toiture, mais aussi sur les huisseries. Alors ce sont des ferronneries en l'occurrence qui garnissent les baies, les 3 étages de baies, hein, rez-de-chaussée premier et étage attique. Et donc ces ferronneries sont intégralement dorées à l'intérieur comme à l'extérieur et renforcent ce caractère éminemment précieux de la chapelle. Voici une vue aérienne, hein, tout à fait étonnante. Le drone est parfaitement dans l'axe, alors là je peux aussi agrandir peut-être un peu. On voit bien le système de répartition avec ces lambrequins, hein, qui viennent recouvrir le faîte de la charpente. Vous voyez, il y a un espace de circulation entre les 2 lignes de crête et ça retombe donc comme un tapis sur les pans de la toiture. Hein. Et puis vous avez aussi les lucarnes qui sont dorées. À l'intérieur, donc l'or est aussi très présent, mais alors il est concentré sur la travée axiale, celle où se trouve le maître-autel avec son retable, et au-dessus et dans le prolongement de ce retable, eh bien l'orgue, tout cela faisant face à la tribune du roi. Le roi donc assiste à la messe et aux offices à la chapelle depuis sa tribune, et donc il a la vue plongeante sur le maître-autel, et il est face à l'orgue, hein, avec un emplacement tout à fait étonnant pour l'orgue et pour la musique, qui tient au fait que Louis XIV était un roi passionné de musique et qu'il voulait évidemment donner
à la musique de sa chapelle toute la place qu'elle méritait. Alors c'est vraiment un ensemble remarquable, dû à essentiellement deux artistes. Pour l'autel, pour toutes les sculptures de l'autel, c'est un sculpteur qui s'appelle Corneille van Clève, qui n'est malheureusement pas assez connu. Et pour l'orgue, c'est une équipe de sculpteurs dirigée par Jules Dégoulon, qui s'est spécialisé dans ces décors intérieurs extrêmement raffinés, décors d'église aussi, puisque cette équipe est également responsable des stalles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà le relief donc devant d'autel, on parle d'antépendium, hein, devant l'autel de la chapelle de Versailles, avec cette magnifique déploration du Christ mort. Relief de bronze doré, donc c'est encore la technique de la dorure au mercure qui permet donc toutes ces nuances de surface, et un relief, là aussi il faut agrandir ça tellement c'est beau, les différentes la dorure mais aussi la sculpture permet de créer des effets de lointain, d'éloignement, uniquement en jouant sur les différentes échelles de relief, hein, avec des parties en relief plus saillants pour signifier les premiers plans, et puis des reliefs écrasés pour suggérer les lointains. C'est vraiment là un des plus beaux morceaux de sculpture du XVIIIe siècle français. Et donc, je pense que j'ai aussi un cliché de l'orgue, voilà, avec donc le volet qui cache les claviers de l'orgue, hein, vous voyez, il est monté sur gond, et qui représente le roi David en train de jouer de la harpe. Et donc ce relief est exactement face à Louis XIV, lorsque Louis XIV est présent à la chapelle, avec donc ce face-à-face fascinant entre le roi David, roi de l'Ancien Testament, qui a reçu l'onction du sacre, et Louis XIV, lui aussi roi sacré, mais évidemment d'un tout autre registre. Voilà et alors là, c'est du bois doré, ça, dorure à l'eau, et avec là aussi des effets de matière, mais qui sont dus à la technique aussi, qui sont permis par la technique de dorure, notamment tout ce qui est après, hein, c'est-à-dire les couches préparatoires à la dorure. Voilà le visage du roi David et détail de sa harpe. Alors, je parlais donc des ornements. Nous n'en avons plus, tout a été vendu à la Révolution et tout a disparu. Nous n'avons plus les ornements liturgiques, toute cette paramantique qui était conservée dans les sacristies de la chapelle royale. En revanche, nous avons des livres liturgiques, notamment cet évangéliaire, vous voyez, à l'usage de la chapelle royale de Versailles. C'est une commande qui a été passée sous Louis XV pour renouveler le mobilier liturgique de la chapelle, et le recueil est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Si je vous le montre, c'est parce qu'on y retrouve de l'or sous forme de peinture à l'or. C'est tout cet art de l'enluminure française qui est très connu pour la période médiévale, un peu moins pour la période de la Renaissance, et plus du tout, malheureusement, pour les XVIIe et XVIIIe siècles, alors que cette tradition de l'enluminure s'est maintenue à un très haut niveau. Et on en a une illustration ici. Donc nous sommes en 1766, et donc c'est la page de titre de ce recueil. Et avec donc là c'est de la dorure sur parchemin, hein, et le secret de cette dorure était dû à un moine qui s'appelait le frère Hippolyte, qui avait aussi été l'auteur d'un procédé de dorure sur porcelaine, hein. Donc on avait vraiment quelque chose de très raffiné. Voilà, j'agrandis, hein, pour vous montrer. Alors là, c'est peint, mais la bordure, les lettres, tout cela, c'est de la dorure, hein, c'est de l'or, voilà. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, Yves Saint Laurent devait le connaître, mais ça, à mon avis, il l'avait jamais vu parce que c'est vraiment pas connu. Je termine donc en vous montrant d'autres espaces où on trouve de la dorure à Versailles, et je vous remonte le plan.
pour deux pièces d'ailleurs à Versailles portent le nom de cabinet doré. C'est une petite pièce qui se trouve ici, là où j'ai mis la flèche. On est chez le roi dans ce qu'on appelle le complexe des petits appartements. Et une autre pièce chez la reine qu'on appelle cabinet doré et qui se trouve dans la partie des appartements de la reine qu'on appelle les cabinets de la reine. Donc chaque fois des pièces à usage privé. Alors voilà le cabinet doré du roi, qui est une toute petite pièce ouvrant sur la cour des serres, avec de très jolies boiseries dues à un sculpteur ornemaniste qui s'appelle François Roumier. Et on a donc une très belle dorure qui est encore conservée aujourd'hui, c'est sa dorure d'origine, voilà, avec donc de très beaux détails. Je vous agrandis, hein, parce que, alors c'est une dorure sur bois, c'est une dorure à l'eau, hein, et on a ces motifs de tête de chien ici, et tout un registre d'ornements assez fantaisistes qui annonce hein, l'art rocaille. On est là au tout début du règne de Louis XV, et voilà les têtes de chien qui portent des paniers de fleurs, et ces dorures, c'est doré sur fond blanc. Et l'autre pièce donc se trouve ici côté reine. On est donc à l'époque de Marie-Antoinette, c'est le cabinet doré ou grand cabinet intérieur, donc également une pièce. Alors là, les boiseries sont beaucoup plus récentes, hein, elles datent début des années 1780, et elles sont dues à deux sculpteurs, les frères Rousseau, qui ont travaillé d'après un projet de l'architecte Richard Mick. Et mais c'est la même technique de dorure sur bois, avec cette fois des motifs néoclassiques, hein, notamment antiquisants, et qui préfigurent même, avec les sphinges que vous voyez là, le style qu'on a appelé retour d'Égypte, hein, qu'on a associé évidemment au directoire, mais qui était présent dès les années 1780 en France. Voilà, avec les deux sphinges qui encadrent les cassolettes fumantes juchées sur leur trépied. Et donc une ornementation très très raffinée, très fine hein, pour le coup, qui est caractéristique de ces intérieurs raffinés. Donc pour vous dire que l'or, on le trouve dans les espaces de prestige, dans les espaces d'apparat, dans les espaces associés à la gloire, mais on les trouve aussi dans les espaces intimes, liés au plaisir. Enfin, vous l'avez compris, il est partout à Versailles. Et au fond, c'est sans doute cette image d'un Versailles doré qui a dû profondément impressionner Yves Saint-Laurent. Voilà un autre détail donc, de la porte. Hein, vous voyez, je vous montre parce que c'est une pièce qui n'est plus accessible. Aujourd'hui, elle est beaucoup trop fragile. On ne la voit pas, on ne la voit qu'à travers une cloison vitrée, c'est-à-dire assez mâle. Et en fait, on a, vous voyez, la fumée qui s'échappe en partie haute. Tout ça est d'un très très grand raffinement que l'or vient évidemment mettre en valeur. Et je termine donc sur cette vision de ces deux sphinges dans un endroit une partie de Versailles où on pourrait s'attendre à trouver autre chose que de l'or, mais on le retrouve là parce que l'or est omniprésent à Versailles. Alors justement, vous nous avez montré des images qui vont du règne de Louis XIV, qui passent par celui de Louis XV jusqu'à Louis XVI, Marie-Antoinette et même le Directoire. Sous l'Empire aussi, il y avait un usage de l'or important, et il y en a beaucoup aussi à Fontainebleau. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une période vraiment de la grandeur de la France, en tout cas l'idée qu'on se fait de la grandeur de la France, qu'Yves Saint-Laurent pouvait se faire de la grandeur de la France un peu comme tout le monde, ou est-ce que c'est quelque chose qui préexistait déjà beaucoup, l'usage de l'or? La question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi il y a tant d'or dans tous ces espaces et à toutes ces époques? Je pense que l'or est associé au pouvoir à toute époque, et simplement a été magnifiquement mis en œuvre à Versailles, mais ensuite en effet ça s'est prolongé, cette tradition est restée sous l'Empire au XIXe siècle, mais à mon sens la plus belle illustration en est à Versailles. Bien sûr. Sans chauvinisme. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé aussi dans cette exposition, l'idée que Yves Saint-Laurent avait évidemment une connaissance extrêmement forte de l'histoire de l'art, de la symbolique de l'or aussi. L'or
extrêmement liées au pouvoir. Et on a cette idée que Yves Saint Laurent a utilisé de l'or en petites touches sur ses vêtements dans l'idée de transmettre un pouvoir qui était essentiellement masculin aux femmes, avec aussi beaucoup d'humour et un peu de dérision, de transmettre des insignes de pouvoir sur les femmes sous la forme de boutons sur les vêtements, avec beaucoup d'humour aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou sur la symbolique de l'or en général. Est-ce qu'il y en a dans les églises aussi? Alors oui, c'est Dieu et c'est le pouvoir. C'est toute forme de pouvoir, pouvoir divin, pouvoir humain. Et l'or est là pour soutenir l'éclat. Il y a l'idée de gloire, comme le disait la citation que j'évoquais. La gloire, c'est la communication de cette excellence. On prend conscience qu'on est dans un lieu de pouvoir grâce à la dorure, grâce à l'or. Puisque justement l'idée de cette exposition, c'était aussi d'offrir une appréciation visuelle de l'œuvre d'Yves Saint Laurent, une appréciation plastique presque, puisque l'or dans le travail d'Yves Saint Laurent est à la fois parfois matière et aussi couleur souvent. Et c'est une étude de cette symbolique de l'or et de la personnalité d'Yves Saint Laurent qu'on avait souhaité faire à travers cette exposition, et à travers aussi 3 axes majeurs de la personnalité d'Yves Saint Laurent, puisqu'il était très épicurien, il était magicien, ça c'était un peu ce que je vous disais dans l'utilisation qu'il faisait de l'or et dans la transmission qu'il en faisait pour les femmes qu'il habillait, et il était aussi esthète. Et c'est vraiment l'idée de ces images ici, toute l'utilisation qu'il a pu faire des différentes inspirations, donc celle de Versailles, celle des églises, pour travailler son esthétisme et pour mettre au point son œuvre et ses vêtements. Donc Yves Saint Laurent était esthète dans sa façon de vivre et dans les lieux qu'il a façonnés lui-même. Je vous en ai parlé rapidement, de ses appartements évidemment, et puis aussi évidemment ici, cette maison. Ce lustre qui est donc peut-être une part d'inspiration de la veste hommage à ma maison, mais pas la seule, et ce décor que vous voyez autour de vous. Les salons ici de l'avenue Marceau avaient été décorés par Victor Grandpierre au tout début, quand ils se sont installés donc, au milieu des années 70. Victor Grandpierre, c'était le décorateur de Christian Dior. Et l'ambiance n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'était, les teintes dominantes étaient rouges. Il y avait du mobilier capitonné rouge. C'était une ambiance un peu plus fin 19e siècle, un peu proustienne, un peu la même d'ailleurs que celle du Château Gabriel, donc en Normandie. Et l'inspiration principale d'ailleurs pour le Château Gabriel était un film de Visconti qui s'appelle L'Innocent, avec cette même ambiance un peu capiteuse presque, j'ai envie de dire, un peu lourde, un peu chargée. Et puis 20 ans plus tard, donc au milieu des années 90, il y a eu ce changement. D'ailleurs, j'y pense en les voyant, c'est cette alliance de blanc et de doré qui rappelle un peu la porte que vous nous avez montrée à la fin. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est Jacques Grange qui a repensé cet endroit dans un style plus épuré. Alors, loin de moi l'idée de remplacer Bénédicte Mayer qui devait être présente pour nous parler d'art déco, mais il y a quand même une petite transition à faire avant de conclure cette conférence. Yves Saint Laurent était marqué par toutes ces images, tout ce qu'on a vu, marqué par les églises, par Versailles, par tout ce qui fait l'art français, parce que Valéry Giscard d'Estaing appelait cette période dont vous nous avez parlé le siècle de Louis XV, il appelait ça le moment de perfection de l'art français. Et il y avait eu, je pense que c'est dans les années 70, 74, donc voilà, au moment de l'élection de Giscard d'Estaing. Et il y avait une exposition qui a vraiment marqué l'époque, et je ne sais pas si Yves Saint Laurent y était, mais en tout cas il en a sûrement entendu parler, et ça a été un événement important. Et dans l'art déco, il y a cette idée de créer pour le XXe siècle, enfin, de renouveler ce grand moment de l'art français, et de créer un nouveau moment fort, un nouveau temps fort de l'art français à partir des années 1910.
un nouveau grand style. Et on sait que l'Art déco a été une influence majeure pour Yves Saint Laurent. C'est un peu plus visible dans ses inspirations directes que Versailles, puisqu'il a collectionné énormément de mobilier d'Art déco dans ses appartements. Vous savez qu'avec Pierre Bergé, il a collectionné énormément de pièces et d'œuvres d'art qui ont par la suite été vendues. Alors, on peut passer quelques images. Voilà. Alors, celle-ci est importante. Sur la droite, vous voyez Marie-Laure de Noailles. Je vous parlais tout à l'heure rapidement de ses mentors. Je crois que j'ai dit Nadine de Rothschild parce qu'on en a parlé aujourd'hui. C'est évidemment Marie-Hélène et Guy de Rothschild, pas du tout Nadine, qui possédaient le château de Verrières que Yves Saint Laurent a visité, qui était un endroit extrêmement chargé, extrêmement puissant en termes de décoration. Et puis il y avait donc Marie-Laure et Charles de Noailles. Vous voyez Marie-Laure de Noailles sur cette photo, qui est une personnalité très importante dont on pourrait parler pendant longtemps, qui était très importante aussi pour Yves Saint Laurent. Et les Noailles avaient un hôtel particulier, Place des États-Unis à Paris, que Yves Saint Laurent a beaucoup fréquenté. Et il y a une autre définition que j'aime bien de cet endroit, dans une revue qui s'appelle Connaissance des Arts. Dans les années 60, un journaliste l'appelle l'une des maisons clés pour l'histoire du goût au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une telle collection d'œuvres d'art dans cet endroit que Yves Saint Laurent donc, a beaucoup fréquenté. C'était quasiment à la hauteur d'un musée, en fait. Il y avait des œuvres de Van Dyck, des œuvres de Goya, des œuvres d'Edward Burne-Jones qu'on retrouve d'ailleurs dans la tapisserie, si vous pouvez la remontrer sur la slide d'avant. Voilà, qui est totalement fascinante, qui est l'adoration des mages. Et donc tout ça a beaucoup influencé Yves Saint Laurent. Et quand il a commencé lui-même à collectionner des œuvres d'art, il a aussi collectionné des artistes qui étaient présents chez les Noailles. Il y avait aussi Picasso, il y avait aussi Braque. Et évidemment, vous savez que Picasso et Braque ont influencé Yves Saint Laurent au point de lui faire créer des œuvres directement en hommage à ces artistes. Le fumoir, alors je ne sais pas s'il y a des images de l'intérieur chez Noailles, non, peut-être pas. De Jean-Michel Franck. Ouais. Après ? Encore après. Je vais revenir sur ça d'avant. Le fumoir et le salon de cet hôtel particulier avaient été aménagés par Jean-Michel Franck, qui est une figure majeure de l'art déco dans les années 20. C'était un galeriste, Jean-Michel Franck, et c'était d'ailleurs le galeriste de Giacometti et de Christian Bérard, qui a beaucoup aussi influencé Yves Saint Laurent. Je ne sais pas si vous voyez qui est Christian Bérard, à peu près tout le monde, qui était un décorateur, un peintre, un couturier aussi de théâtre. Et c'est vraiment une influence majeure d'Yves Saint Laurent. Il a aussi beaucoup travaillé avec Elsa Schiaparelli, qui est aussi une des influences d'Yves Saint Laurent. Et donc là, vous voyez Marie-Laure de Noailles. Je sais, la slide d'après, on voyait des bronzes. Voilà, je vous en ai parlé rapidement au début. La galerie Kugel est l'endroit où Yves Saint Laurent aimait particulièrement chiner des objets pour les utiliser dans les décorations de ses appartements. Et il aimait particulièrement ces bronzes dorés. Pierre Bergé lui offrait aussi un lion à chacun de ses anniversaires, chaque année. Et ça donnait quelque chose d'extrêmement chargé. Tous les gens qui témoignent de leur visite dans ces appartements disent que c'était un équilibre assez unique, puisque c'était à la fois extrêmement chargé et en même temps ça ne versait jamais dans le mauvais goût. Yves Saint Laurent avait ce don pour associer des tas d'objets qui auraient pu faire un peu too much ou qui auraient pu tomber un peu dans le mauvais goût, mais ça donnait des pièces extrêmement chargées, extrêmement dorées, où vraiment on a l'impression de rentrer dans un bain doré, mais toujours associé de manière extrêmement délicate et habile. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante ? Alors, ouais, c'est la rue Bonaparte. Donc, vous voyez, hein, c'est ce que je disais, c'est assez chargé comme décoration. La rue de Babylone. Là, on voit un tableau de Goya, je pense, sur le côté. Vous voyez ce que... Goya. Et toujours ces inspirations et ces influences
très rouge ou verte. Donc on a la même chose qu'ici, avenue Marceau. On est passé d'un intérieur assez chaud comme ça, en rouge, à quelque chose de vert plus tard. Et le doré est assez présent aussi. Et évidemment, Marrakech, la villa de Marrakech, qui était aussi un mélange d'inspiration très varié. Voilà, là c'est juste pour le plaisir des yeux. Alors là, vous voyez les sculptures réalisées par les Lalanne. Le bar dont je vous parlais, je pense que c'est celui-là sur la gauche, rue de Babylone. Et les Lalanne, ça a été une collaboration au départ personnelle, puisqu'ils ont travaillé pour leur premier appartement. Et puis ensuite, il y a eu une collaboration pour les collections d'Yves Saint Laurent, puisque Claude Lalanne a créé 2 bustes dorés qui sont visibles dans l'exposition, ainsi que des bijoux qui ne sont pas en or, mais qui sont, je crois, en cuivre doré. Et il y avait vraiment cette admiration mutuelle entre eux et cette inspiration mutuelle. Et puis les Lalanne étaient évidemment très inspirés de l'Art Nouveau. Voilà, encore des exemples de leur collection. La fameuse veste et le grand salon dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Maral? Pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui se sont inspirés de Versailles dans la mode? Dans la mode. C'est une excellente question. Karl Lagerfeld était très lié très inspiré par Versailles. Il était aussi c'est le nom qui me venait aussi naturellement. Ouais. Il était aussi photographe. Il a exposé des photos de Versailles au château de Versailles. Et puis il a défilé en 2012, je dirais, pour Chanel, dans les jardins de Versailles, avec une collection qui est très hybride, qui est un mélange d'inspiration. Alors lui, il citait Madame du Barry, mais c'est assez difficile de voir ce qui est de Madame du Barry dans sa collection. Mais en tout cas, il y a des robes à panier, mais en version mini. Oui, et des coiffures plutôt années 20. Et plutôt fluo. Comme ça, il y a une influence qui n'est pas directe et qui n'est pas évidente. Mais il avait fait en 85 aussi, il avait fait pour sa propre collection, Ah. avec des consoles dorées sur des vestes, des bijoux avec des chaises de Versailles. En tout cas, c'était une inspiration. Il collectionnait aussi beaucoup les objets d'art et il avait acheté un château en Bretagne qu'il voulait transformer en petit Versailles. C'était aussi une grosse source d'inspiration. Après, c'est vrai que c'est des créateurs qui transforment aussi ce qu'ils voient. C'est pas une reproduction littérale d'une influence. Et autrement... Il y a quelques années une exposition sur Versailles Revival. Donc c'était l'influence du style de Versailles dans les arts en France au tournant des 19e et 20e siècles. Et il y avait une section de l'expo sur la mode, mais je n'ai aucun nom en tête. Et quelles sont justement à l'époque les influences en termes d'histoire de l'art, mais aussi de lieux qui ont amené les architectes de Versailles? Quelles étaient les références dans quelle filiation l'histoire de l'art s'inscrit la création de Versailles? Vous voulez dire Parce que l'or existe depuis tout le temps, et donc quels autres mouvements artistiques ou quels autres grands lieux les concepteurs de Versailles ont-ils regardé? Pour pouvoir appliquer cette dorure. Pour penser ce lieu, pour le dessiner. C'est difficile parce qu'on la trouve partout, dans le monde islamique, dans l'Antiquité, dans byzantin. C'est difficile de dire tiens, ils ont vu ça, donc
Non, c'est une telle constante, une telle tradition que on aurait été étonné qu'ils ne mettent pas d'or à Versailles. Voilà. C'est plutôt ça. Mais c'est vrai que la religion est sans doute un vecteur d'influence incroyable, puisque la religion, pas seulement la religion catholique d'ailleurs, mais on a vu en préparant cette exposition que Yves Saint Laurent avait puisé son inspiration dans l'Égypte antique, puisque évidemment il y a de l'or à peu près partout, dans les tombes, dans les sarcophages. L'or est aussi quelque chose qui est extrêmement lié à la mort, puisqu'elle a une valeur d'éternité liée c'est un matériau qui ne peut pas, qui ne périt pas, ou qui ne peut pas être même tellement affecté, donc qui reste brillant. Et dans la culture sud-américaine et d'Amérique centrale, chez les Incas, l'or a aussi une valeur symbolique très forte. Dans la culture byzantine, évidemment, l'or est partout. Et d'ailleurs, l'image qui illustre cette exposition, il y a je trouve en tout cas une inspiration byzantine assez évidente. Et dans les églises, dans tout l'art médiéval italien, les Fondo de Oro, il y a de l'or absolument partout sur les représentations religieuses. Alors, les concepteurs de Versailles ne devaient pas connaître l'Égypte, parce que non, l'Égypte, non. Ni les Incas, mais tout le reste, oui. Et aujourd'hui, quel matériau on utilise pour refaire... C'est toujours de l'or. Mais il y a une méthodologie... Non, c'est ça seulement... reste, Alors, j'ai dit qu'on ne faisait plus la dorure au mercure, ça c'est interdit. Donc c'est remplacé par des procédés électrolytiques, mais c'est toujours de l'or, Et quant aux autres techniques de dorure, elles sont, que ce soit à la miction ou à l'huile, ou à l'eau, ou à tempéra, comme on dit, eh bien, c'est toujours des procédés qui se sont transmis, en fait, depuis cette période, et qui sont encore en usage aujourd'hui. Évidemment, il faut faire appel aux bonnes entreprises. Et on sait les quantités qu'il a fallu pour la formation de la... Alors, c'est très impressionnant parce qu'on a des grandes surfaces, mais en fait, la feuille d'or est très, très fine. Ouais. Donc, c'est pas un poids énorme. Mais ça couvre beaucoup de... Ça impressionne. Voilà. C'est l'esbrouf. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un parallèle avec le travail dans la mode et le travail aussi d'Yves Saint Laurent, c'est qu'il y a une impression d'or massif qui est atteinte par des techniques d'esbrouf, de feuilles d'or en fait, qui viennent recouvrir d'autres matériaux. Et Yves Saint Laurent a aussi utilisé l'arrivée du lurex et d'autres fibres bien moins coûteuses que les fils métalliques, mais qui apportent aussi d'autres choses comme la souplesse du vêtement, etc. Mais en tout cas des robes entièrement dorées qui sont faites de matière plastique. Il y a deux domaines où il n'y a pas d'esbrouf, où on a affaire à des pièces en or massif. C'est pour l'orfèvrerie religieuse, tout ce qui sert au culte. Là, il faut de l'or massif. Simplement, on n'a plus rien de tout ça. Tout a été fondu à la Révolution. Et pour la vaisselle du roi. La vaisselle d'or du roi, elle est en or massif. Alors, il n'a pas que de la vaisselle d'or, parce qu'il mange aussi dans du vermeil, il mange aussi dans de l'argenterie, il mange aussi dans de la porcelaine, mais il a un service en vaisselle d'or. Et là, c'est de l'or massif. Qui est une réserve monétaire, en fait, parce que cette vaisselle d'or, elle n'a pas attendu la Révolution pour être fondue. Dès l'époque elle a été fondue déjà sous Louis XIV, Louis XV l'a reconstituée, et Louis XVI l'avait fait fondre pour récupérer le métal. Et il n'en reste rien. Non, là, on n'a plus rien. Et ça m'a étonné, parce que vous disiez qu'il ne restait aucun vêtement... Non. Il y a quelques vêtements 18e, mais pas royaux. Et je n'ai pas parlé, mais il y avait aussi à Versailles, présenté dans les salons différents salons du grand appartement, des tapisseries à fil d'or. Et elles ont été brûlées, alors sous la Révolution, pour récupérer le fil, le métal. Donc là, nous, on n'en avons plus. Mais si on veut voir des tapisseries à fil d'or, il faut aller au Vatican. Il y en a encore quelques... Donc finalement, il reste encore des choses d'époque à Versailles Oui, alors il nous reste quand même tous les crins.
quand on... Ils à part le bâti. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que le château aurait pu être détruit. Alors dans l'exposition Louis XV en ce moment, il y a 2 tenues, une féminine et une masculine. Oui, qui viennent d'à côté là. Et qui du musée Galliera, oui, juste à côté, et qui sont pour nous superbes, mais qui sont très simples par rapport à ce que devait être une tenue royale. C'est-à-dire Oui, qu'on parce a qu'elles sont l'impression placées. que- Donc vous faites allusion à l'exposition sur Louis XV qui se déroule en ce moment au château jusqu'au mi-février, 19 février. Et donc ces 2 tenues ont été placées dans une section de l'exposition qui vise à évoquer les soupers de société du roi. Donc on est plutôt dans la sphère de l'intime et avec des tenues plus simples que les tenues d'apparat, le grand habit que je vous ai montré donc sur les clichés qui gardent témoignage des grandes cérémonies organisées par le roi. C'est vrai. On a déjà l'impression, pour nous, c'est déjà superbe, mais il faut garder en tête que ça c'est a été brûlé, ça a été quoi, volé. Alors les vêtements, ça s'use quand même. Hein. Il n'y a pas besoin de révolution pour les changer. Et donc on ne les conservait pas. Et puis ils étaient retaillés, recoupés, le tissu était réutilisé pour faire d'autres choses. Donc en fait, ils étaient vraiment effectivement usés jusqu'à la corde, mais aussi souvent coupés pour en faire d'autres choses. Et au niveau des bijoux, il reste des choses. Ah, il y a une couronne dans cette exposition qui est... Oui, une couronne qui a servi pour le sacre de Louis XV, qui est un peu miraculée, hein, parce que ce genre d'objet a été pas mal. En fait, on récupérait les pierres pour en faire un autre usage. Et donc, on a très peu de bijoux conservés. Moi, j'ai une question aussi après, allez-y. Et qu'en est-il aujourd'hui du métier de doreur? Est-ce qu'il y a toujours une vocation ou... Ah oui, oui. On a des doreurs au château, puis nous faisons aussi appel à des entreprises extérieures avec des doreurs formés selon les techniques traditionnelles. Oui. Auprès de la jeune génération, c'est toujours une envie qui perdure? Comment ? Auprès de la jeune génération, c'est toujours une envie qui perdure? Oui, alors peut-être pas toute la jeune génération, mais c'est un métier qui rencontre encore des vocations. Oui. J'avais juste une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Est-ce que Louis XIV, qui est le roi soleil et qu'on associe complètement à l'or, est-ce qu'il a vraiment mis de l'or partout plus que ses prédécesseurs? Ou est-ce que c'est une image qu'on a et l'or était déjà extrêmement présent avant lui? Je pense qu'il a quand même porté cet art du faste et de la magnificence à un degré qui n'avait pas été vraiment atteint jusque-là par ses prédécesseurs. On peut citer peut-être François Ier à Fontainebleau, mais quand on voit ce qui reste de François Ier, ce sont des décors très raffinés, mais où l'or est moins présent. Oui. À Chambord, il n'y en a pas non plus. Non. Donc je dirais que voilà, on a atteint, du point de vue de l'or, c'est un moment de perfection. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? Alors, j'ai retrouvé le nom, c'est Éléonore Lambert pour tout à l'heure. Je vous conseille de lire le livre de Robin Givan, qui est une journaliste américaine, sur la bataille de Versailles, qui est vraiment une histoire très intéressante et qui est encore assez peu connue. Alors la bataille proprement dite s'est déroulée dans l'Opéra Royal. C'est là où ont eu lieu les... Mais je crois qu'après, il y a eu un grand dîner. Oui, dans la galerie Oui. des classes, peut-être. Et le grand événement. Ouais. Mais c'était une sorte de concours. C'était un concours, valable, exactement, un concours un peu non officiel pour un gala de charité, mais qui marque vraiment... Avec des thèmes, en tout cas. Non, Plus. non, un thème libre, mais où les créateurs français, donc Yves Saint Laurent était présent parmi les six créateurs français, ont fait vraiment de la haute couture, dans le sens magnificence de la haute couture, avec un très long défilé, et les Américains ont fait quelque chose d'un peu plus casual,
Et c'est aussi l'entrée de nouvelles matières dans la haute couture, d'un style un peu plus sportswear, un peu plus décontracté dans la haute couture, et vraiment une révélation du niveau des couturiers américains qui jusque-là étaient un peu moins bien perçus qu'évidemment que la France. C'est les Français qui ont gagné. Non, je Alors, pense que c'est les Américains. c'est plutôt les Américains. Il y avait un film qui était fait sur ça. Il y a un documentaire. Oui, Oui. ça. Exactement. C'était bien fait. Et c'est très fréquent que les défilés de mode on fasse à Versailles, comme je pense un défilé il y a 2 ans de Dior de Maria. Oui, Dior a fait un défilé. Non, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Il y a un film d'ailleurs. Et est-ce que Versailles est toujours une source d'inspiration? Est-ce que vous recevez des demandes de maisons plus particulièrement, ou ça se fait de façon Je pense que c'est plus une discrète? source d'émerveillement que d'inspiration proprement dite, mais après c'est comme ce qu'on a vu avec Yves Saint Laurent, il n'y a pas vraiment une inspiration directe, mais on sent qu'il a vu, il a été émerveillé par ses décors et ça se traduit dans sa manière, dans sa création. Je pense que c'est plutôt sur ce registre-là. Sur cette question-là, il y a un livre de Laurence Benaïm qui s'appelle Versailles et la mode, qui retrace aussi l'histoire de Versailles et des créateurs. Il y aurait une expo à faire sur ce sujet. Tout à fait. Versailles et la mode. On va s'y atteler. Ben, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions.